791.467, émission balado-diffusée. Classez ici la balado-diffusion, Le podcast, le podcasting, La diffusion pour baladeurs. classer les textes des émissions balado-diffusées littéraires à 800. Classer les émissions balado-diffusées sur un sujet. Au sujet. Forme rejetée, balado-diffusion, Diffusion pour baladeurs. podcasting. podcast. Bonjour, je suis Stéphane, en partie bibliothécaire, en partie auditeur de podcast, complètement podthécaire. Dans 791.467, je vous parle de médiation des podcasts en bibliothèque. Lors de ma venue à Grenoble, j'ai eu l'occasion de rencontrer Raphaël Casatsu, qui travaille à la médiathèque Marguerite Duras à Paris. Nous nous connaissions par réseau interposé, mais c'était la première fois que nous nous rencontrions IRL. L'occasion était trop belle pour ne pas lui demander de l'interviewer pour ce podcast. Pour être honnête, cette idée me trottait depuis mes premières réflexions sur ce qu'allait être 791.467. Proposer des entretiens me semblait intéressant, mais souvent compliqué pour moi de les mener à distance. Et là, de pouvoir le faire en face à face avec une personne que je connais, c'était parfait. L'épisode est sorti, et vous l'avez peut-être déjà écouté. Si ce n'est pas le cas, allez-y, puisque maintenant, je vais revenir sur cet exercice. Parce que même si c'était un bon moment, il y a beaucoup de choses à dire, à la fois sur le produit fini et sur ma méthode pour conduire cet exercice si particulier. Mais c'est l'un des buts de ce podcast, d'expérimenter des trucs et de pouvoir en discuter ensuite avec lucidité. Alors, avant toute autre considération, je précise que je suis très content de cet entretien, mais je pense que le résultat aurait pu être meilleur si je m'étais mieux concentré sur certains points. À commencer, et ce n'est pas le plus anodin, sur la préparation de l'interview. Bah oui, une interview, ça se prépare. Là, j'avais rapidement noté quelques questions sur un bout de papier. C'était un bon départ, mais j'aurais pu y consacrer plus de temps, ne serait-ce que pour mieux savoir où j'aurais pu amener mon invité. Le connaissant et son travail et ses centres d'intérêt, il y avait matière à enrichir la discussion. Et puis il faut aussi se préparer soi-même à l'exercice. C'est une chose d'enregistrer un texte seul face au micro, mais c'est autre chose de diriger une conversation sans forcément savoir où elle nous emmène. Si vous envisagez un podcast d'entretien et si vous n'êtes pas à l'aise avec l'exercice, entraînez-vous. Trouvez un collègue bienveillant dans votre équipe et installez-vous pour une séance de jeu de rôle. Vous restez dans votre rôle d'intervieweur et IL se fait votre cobaye. Vous pouvez aussi inverser les rôles, histoire de savoir ce que ça fait d'être dans la peau de la personne qui reçoit les questions. Sans forcément que ça dure longtemps, mais ça peut aider à se mettre dans l'ambiance. C'est peut-être aussi l'occasion de partager ou de redistribuer le travail. Vous êtes à l'aise avec la technique, mais beaucoup moins en situation d'entretien ? Et une ou un collègue qui n'y connaît pas grand-chose en technique est dans son milieu quand il s'agit d'interagir avec un invité ? Alors répartissez les rôles. Chacun se sentira mieux et votre podcast n'en sera que meilleur. Pour en revenir à la mise en situation, elle sera aussi l'occasion de tester votre matériel et son installation. Parce que oui, le jour J, soyez assurés que la loi de Murphy se rappellera à vous. Là, je suis arrivé à la formation avec un ordinateur que je ne connaissais pas et que je n'avais pas pris le temps de tester. Quand j'ai branché mon micro, je n'ai pas vérifié mes paramètres. Le résultat, c'est que je me suis retrouvé avec un son, pour ma partie, bien plus faible que celui de Raphaël. Après coup, j'avais deux possibilités. Réenregistrer mes questions ou essayer de rattraper ma maladresse avec Audacity. Comme je ne trouve pas la première solution très naturelle, j'ai réussi à corriger ça au montage. Donc oui, ça vaut bien la peine de vérifier matériel et réglages en amont et en toute tranquillité. D'ailleurs, quel matériel j'ai utilisé ? Pour les besoins de la formation, pour montrer différentes possibilités, j'avais emmené deux outils. Le premier, c'était le micro de la médiathèque, celui que j'utilise pour les podcasts que j'y produis. C'est un T-Bone MB88U avec une prise USB et une prise XLR. Je l'utilise en USB directement branché sur l'ordinateur. Le deuxième engin, c'était mon enregistreur numérique, un Zoom H1N. J'aurais pu n'utiliser que le Zoom, mais je me suis dit qu'il serait plus confortable d'avoir chacun son micro. J'ai donc enregistré Raphaël sur le Zoom et moi avec le micro USB directement dans Audacity. Si vous envisagez de lancer un podcast, d'entretien ou autre, la question du matériel se posera bien vite. Je ne suis pas un fin connaisseur du sujet, mais je peux vous donner quelques pistes. Si vous enregistrez à deux, en face à face, un micro ou un enregistreur peut suffire. Éventuellement une paire de micro-cravates. En fonction du budget et de votre projet, vous pourrez aussi regarder pour une table de mixage et un plus grand nombre de micros. Si vous enregistrez à distance, ce qui peut arriver, vous pouvez toujours communiquer par téléphone et chacun s'enregistre de son côté. Sinon, une solution en ligne peut faire du bon travail. Quand j'ai enregistré à suivre de loin, j'ai tout simplement utilisé Zoom. Ce n'est pas parfait, mais ça fait le job. Vous pouvez aussi jeter un œil à Zencastr, un peu mieux adapté. Vous trouverez des liens dans les notes de l'épisode qui vous renvoient vers PodCloud, Vodio et Arte Radio.
Chaque site propose de très bons articles sur le sujet. Ne négligez pas le matériel et adaptez-le à votre projet, quitte à le faire évoluer plus tard. Investissez raisonnablement, mais dans du matériel solide et éprouvé. Un dernier conseil. Je pense que vous allez écouter des podcasts qui ressemblent à celui que vous aimeriez faire. Alors n'hésitez pas à demander conseil aux podcasteristes qui les font. Souvent, le format dicte le matériel. Donc vous trouverez certainement des renseignements pertinents de cette façon. Dans ma préparation, il y a autre chose que j'ai oublié. C'est de prévoir une intro et une conclusion dignes de ce nom. Bon, clairement, si vous oubliez ça et que c'est nécessaire, enregistrez-les après coup. Là, je n'en ai pas pris la peine, toujours dans l'idée que l'épisode serve autant d'exemples que de contre-exemples. Le fait de préparer ces bouts d'épisodes, ça permet de les intégrer au reste tout en gardant la même dynamique d'un bout à l'autre de l'enregistrement. Et puis c'est une sécurité. Entre la préparation et le conducteur, ça vous aidera à avoir une voix plus naturelle, plus enjouée. Et n'oubliez pas de remercier votre invité à l'antenne, c'est mieux. D'où l'intérêt d'avoir ici aussi un conducteur sous les yeux. Franchement, ce n'est pas si long à préparer et ça peut vous sauver un épisode. Et puis vous l'améliorerez avec le temps. Pendant l'enregistrement, j'avais la chance d'avoir face à moi une personne rompue à l'exercice. Raphaël savait se reprendre quand il avait mangé un mot ou perdu le fil de son discours. Sans hésiter, il recommençait la phrase en entier. Quelqu'un d'autre n'aurait pas forcément eu le réflexe, et là, c'est à vous de prévenir votre invité avant de démarrer. Encore une fois, c'est pas forcément grave si ça se passe autrement, mais votre montage risque d'être plus compliqué. Et puisqu'on en est au conseil, prenez garde à ne pas vous couper la parole. Pendant que votre invité répond, évitez autant que possible les bruits parasites, genre ok, oui, d'accord. Si vous sentez que votre invité a besoin de comprendre que vous êtes en écoute active, faites-le avec des gestes ou des regards. Encore une fois, ce sont des choses qui s'apprennent et se pratiquent. Votre premier entretien ne sera pas parfait, mais c'est un passage obligé. Un autre petit truc, c'est de laisser vos micros ouverts le plus longtemps possible. Il n'y a pas que pendant l'interview que se disent les choses intéressantes. Il peut y en avoir avant ou après. Parce que votre invité, dites-le vous bien, ne sera pas forcément plus à l'aise que vous. Et donc, pendant les moments plus détendus de votre rencontre, elle se livrera peut-être plus facilement. Une dernière chose, anticipez les bruits parasites. Autant le bruit de fond de la médiathèque ne sera pas gênant et pourra même donner du cachet, autant une imprimante qui se déclenche inopinément, c'est moche et ça casse l'ambiance. Pour choyer vos oreilles, j'éteignais systématiquement celles de mon bureau. Et je calais mes séances d'enregistrement en dehors des accueils de classe, vu que mon bureau, justement, est accolé au secteur jeunesse. Alors toujours pour le bruit, si votre invité porte des bijoux bruyants, une veste qui froufroute ou d'autres trucs du même style, demandez-lui de les ôter, autant que possible. Si votre micro est posé devant vous, évitez de tapoter sur la table. Et n'enregistrez pas avant de manger. Si votre ventre gargouille, ça s'entendra. Là justement, il est 12h30 et ça commence à devenir compliqué pour moi. Maintenant que vous avez terminé votre enregistrement, on va passer au montage et au mixage. Je suppose que vous avez pensé à sauvegarder vos fichiers audio à plusieurs endroits. C'est valable tout le temps, mais peut-être encore plus pour l'interview d'une personne que vous ne recroiserez peut-être jamais. Oui, je vous mets la pression, mais on n'a pas besoin d'avoir la poisse. Le montage donc. La première chose à faire, c'est d'écouter vos rushs. Vous avez peut-être pris des notes pendant l'enregistrement, peut-être pas. Alors c'est le moment de savoir avec quel matériau vous allez travailler. La difficulté, c'est que vous allez travailler avec quelque chose d'immatériel. Prenez votre liste de questions, votre conducteur, et annotez-les au besoin au fil de votre écoute. Audacity, et les autres éditeurs aussi, je suppose, permet de mettre des marqueurs sur vos pistes de montage. Ça peut être utile. Le but du montage, ce sera de proposer à vos auditeuristes un contenu de qualité, rythmé et informatif. Pour ça, vous allez découper, jeter et réorganiser. Tout ce que vous enregistrerez ne sera pas bon à garder. Il y aura des redites, des approximations, des digressions. N'hésitez pas à vous en débarrasser. Votre seule contrainte, c'est de ne pas dénaturer les propos de votre invité. Par contre, ne raccourcissez pas systématiquement les silences ou les respirations. Ça fait partie de la conversation et ça lui donne son identité. Vous n'êtes pas tenu à une durée précise, donc ne regardez pas le chronomètre. Prenez votre temps. Encore une fois, ça ne vient pas tout seul, mais la pratique fait que l'expérience s'acquiert vite. Ce sera aussi le moment de vous assurer que toutes les voix sont à peu près au même niveau. C'est agaçant d'avoir une voix forte et l'autre faible. Votre logiciel de montage permet de corriger et d'ajuster ça assez finement. Un truc sympa quand vous faites une interview, c'est qu'il restera forcément des bouts de son que vous ne garderez pas. Alors mettez-les de côté pendant le montage, il y aura peut-être de quoi faire une courte séance de bêtisier en fin d'épisode. Évidemment, il doit rester amusant sans être moqueur et ne pourra pas passer après n'importe quel sujet. À vous de voir si vous avez envie d'en faire un. Bon, maintenant que votre épisode est monté et mixé, il reste la question de la transcription. Je la trouve importante à 2 niveaux.
Elle permet de rendre votre travail encore plus accessible à des personnes en situation de handicap et de laisser un support écrit de votre production. Il est parfois plus facile de trouver une information dans un PDF que dans un fichier audio. Et comment est-ce qu'on retranscrit un entretien ? Parce qu'un podcast qu'on écrit, comme celui-ci, c'est simple, puisque l'écrit arrive avant l'audio. Pour une interview, c'est l'inverse. Alors vous pouvez le faire à la main, c'est-à-dire laisser dérouler votre épisode et taper le texte au fur et à mesure. C'est possible, mais c'est long même si vous partagez le boulot avec des collègues. Il existe des solutions en ligne où vous envoyez votre fichier pour qu'il passe à travers une moulinette. Je n'ai pas eu l'occasion de les tester, mais les offres gratuites, si elles existent, sont souvent limitées. Et elles sont souvent meilleures pour l'anglais que pour le français. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi les conseils de Raphaël pour retranscrire son interview. J'ai joué l'épisode depuis le PC et j'ai posé mon téléphone devant l'enceinte après avoir activé la saisie vocale de Google. Et ça fonctionne très bien. Bon, il faut corriger, les phrases ne sont pas bien séparées et certains mots sont parfois bizarrement retranscrits, mais ça fait quand même un bon travail et ça fait gagner du temps. Une dernière chose. Alors oui, il y a eu pas mal de dernières choses dans cet épisode, mais on approche de la fin, rassurez-vous. On me posait la question pendant la formation des autorisations à demander aux personnes interviewées. J'ai répondu que dès l'instant où une personne majeure s'assoit devant un micro, elle donne en quelque sorte son accord. En vrai, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. En cherchant rapidement, je vois qu'il est préférable de faire signer une autorisation de diffusion, mais sans trouver beaucoup de modèles ailleurs que dans l'éducation nationale. Alors je vous ai mis un lien dans les notes. Le document peut certainement se modifier pour mieux correspondre à votre cas. Je continuerai à regarder de mon côté, et si vous avez plus d'infos que moi, n'hésitez pas à me les envoyer. Et voilà qui conclut cet épisode. Merci de m'avoir écouté et merci de continuer à relayer ce podcast auprès des consoeurs et confrères qui seraient intéressés par le sujet. C'est un sujet de niche mais qui concerne de plus en plus de monde, si j'en crois les quelques mails reçus ces dernières semaines. Si vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit, n'hésitez pas à me contacter via la page du podcast sur Vodio ou directement sur Mastodon. Vous pouvez aussi me retrouver sur Discord où Erwan, stagiaire de la formation, a ouvert un salon pour y discuter tranquillement de ce qu'on peut faire autour des podcasts en bibliothèque. Le lien d'invitation est bien évidemment dans les notes. Le prochain épisode sortira quand il sera prêt et devrait s'intéresser à l'écosystème du podcast. En attendant, le texte de celui-ci est disponible en suivant le lien dans les notes. À bientôt! You know what I just discovered recently? Podcasts. There's like 1 billion of them, and they just keep coming. Puisque le sujet du jour, c'était les interviews, je vous propose 3 podcasts sur ce format. Le premier, ce sera Passion Antiquité, de Fanny Cohen-Moreau. Ce n'est pas son format le plus connu, mais elle aborde celui-ci avec le même sérieux. Elle va à la rencontre de doctorantes et doctorants qui nous montrent que les antiquités ne s'arrêtent ni à Rome ni à Athènes. Le second nous fait entendre des femmes de science. Dans À la sauce Curie, dont on reparlera certainement dans un épisode sur le choix du titre d'un podcast, et en bien, Mélissa Touvron tend son micro aux femmes qui font la science d'aujourd'hui. Le dernier, proposé par Niléane, s'intitule Nos voix trans. Elle s'y entretient avec des personnes transgenres, souvent militantes, qui reviennent sur la façon dont elles vivent leur transidentité au quotidien.